Nous allons à présent nous intéresser aux mécanismes microscopiques et quantiques de polarisation de la matière en régime dynamique. Alors, cette étude va nous permettre, en plus d'expliquer les mécanismes donc, microscopiques qui vont éclairer ce que nous avons vu dans la section précédente, ceci va nous permettre d'expliquer une observation expérimentale qui était connue depuis le 19e siècle, qui était le fait que la matière n'absorbait la lumière que sur des raies bien spécifiques qui étaient caractéristiques des atomes contenant la vapeur que l'on étudie. Alors, comme les propriétés d'absorption de la lumière sont reliées à la partie imaginaire de la constante diélectrique, eh bien nous allons voir que en nous intéressant donc à ces mécanismes microscopiques, nous allons pouvoir justifier rigoureusement, à partir de la mécanique quantique, ces structures en raies des spectres d'absorption de la matière. Alors, au XIXe siècle, et même au début du XXe siècle, le modèle en vogue pour expliquer ces propriétés était le modèle de Thomson, ou aussi appelé le modèle de plum pudding, dans lequel on décrit l'atome comme étant constitué d'un noyau donc, qui est chargé positivement, qui a une densité de charge uniforme, et les électrons se déplacent dans ce noyau. Alors d'après le théorème de Gauss, on sait que le champ électrique est linéaire en distance à l'intérieur du noyau, et donc les électrons vont ressentir une force moins m oméga 0 carré R, où donc oméga 0 carré va être relié à cette densité de charge à l'intérieur du noyau. Si à présent on éclaire le noyau à l'aide d'une onde électromagnétique, eh bien les électrons vont sentir une force électrostatique QE fois le champ électrique. Alors, derrière cette équation, il y a deux hypothèses qu'il faut faire. La première hypothèse, c'est une hypothèse d'approximation dipolaire, puisque en principe, le champ électrique a pour expression cosinus oméga t moins k scalaire R, et on fait l'hypothèse que l'élongation des électrons est très petite devant la longueur d'onde, de façon à pouvoir négliger la dépendance en k scalaire R qui est ici. Donc ceci va être possible si le champ électrique excitateur est suffisamment faible, de façon à ce que l'amplitude du mouvement soit relativement petite. L'autre hypothèse, c'est de pouvoir négliger la force de Lorentz, QV vectoriel B, par rapport à la force QE. Donc si on regarde le rapport de ces deux forces, eh bien, il va être égal en V B sur E, et comme on est excité par une onde électromagnétique, on a E que E égale CB, et donc ceci est égal à V sur C. Donc, pour pouvoir négliger la force de Lorentz, il faut que la vitesse soit très petite, la vitesse de l'électron soit très petite devant C, et donc là aussi, de nouveau, ceci va être justifié si le champ électrique est faible, de façon à avoir une excitation faible du système. Donc on voit que ces deux approximations reviennent toutes les deux à dire que, eh bien, on a un champ électrique qui est relativement faible, et on va pouvoir donc faire une espèce de développement perturbatif et négliger donc les termes d'ordre supérieur. Alors si on regarde une excitation de ce type-là, eh bien, on peut chercher une position R en une certaine amplitude A cosinus oméga t. Et donc si on écrit le principe fondamental de la dynamique, mr point point est égal à F, est égal à moins m oméga 0 carré R plus Q0 cosinus oméga t uz, eh bien on va avoir que MA, facteur de moins oméga 2 plus oméga 0,2 est égal à QE0 cosinus oméga t, donc il y a un cosinus oméga t qui est ici aussi, par lequel on va simplifier, fois uz. Et donc le déplacement A va être égal à QE0 uz divisé par M oméga 0 carré moins oméga 2. Et donc si on s'intéresse au moment dipolaire de la molécule ou de l'atome qu'on va noter D, alors ceci va être égal à QEA cosinus oméga t. Et bien on voit que ce moment dipolaire va être égal à QE carré divisé par M fois E0 uz divisé par oméga 0,2 moins oméga 2. Donc voilà l'expression du dipôle. Et donc si on écrit la polarisabilité de l'atome comme
D égale epsilon 0 alpha E, eh bien on voit que la polarisabilité alpha est égale à Q carré sur M epsilon 0 divisé par 1 sur oméga 0 carré moins oméga 2. Alors une petite remarque, oui, dans cette section, on va noter le moment dipolaire D, tout simplement parce que P va être réservé à l'impulsion des électrons, que l'on utilisera aussi dans la suite de ce chapitre. Donc ce que l'on peut constater, c'est que cette polarisabilité ici possède une résonance pour oméga égale oméga 0, et donc pourrait expliquer pourquoi est-ce que la lumière n'est absorbée qu'à certaines longueurs d'onde bien particulières, ou certaines fréquences bien particulières. Néanmoins, ce modèle est invalidé par l'expérience de Rutherford, puisque vous savez qu'en regardant la diffusion de particules alpha sur des noyaux d'argent, Rutherford a pu montrer que l'atome était essentiellement fait de vide, et donc que ce modèle de plum pudding constitué d'un noyau plein d'une certaine gelée, chargée électriquement, ne pouvait pas être valable. Par ailleurs, un autre défaut de ce modèle, c'est qu'il explique très bien la présence d'une seule fréquence, mais il n'explique pas pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs fréquences de résonance, par exemple le spectre de l'atome d'hydrogène. On ne peut pas l'expliquer à l'aide de ce modèle-là. Donc ce que nous allons faire, c'est essayer d'établir un modèle plus réaliste, fondé sur la mécanique quantique, qui va nous permettre de décrire l'interaction donc entre un champ électromagnétique, une onde électromagnétique, et puis un atome, ou une molécule. Alors, on commence par considérer donc un atome. Alors la première hypothèse qu'on va faire, c'est une hypothèse qu'on avait déjà faite précédemment, c'est de dire que ce sont les électrons qui vont répondre au champ électrique extérieur, puisqu'ils sont très légers par rapport au noyau. Et donc on peut supposer que les noyaux sont fixes dans ce problème, et on s'intéresse uniquement à la dynamique des électrons. Donc ces électrons, on va supposer qu'il y en a grand N, et le hamiltonien, c'est H0 égale somme de I égale 1 à N, des pi carré sur 2N, plus U de R, R1, R2, Rn, donc où le potentiel U inclut à la fois l'interaction des électrons avec le ou les noyaux, suivant qu'on est dans un atome ou dans une molécule, et puis les interactions des électrons entre eux. Alors comme précédemment, on ne va pas essayer de résoudre ce hamiltonien, de chercher ses états propres ou ses valeurs propres, on va faire l'hypothèse qu'il y a simplement des états propres si n et des valeurs propres en, et on va prendre pour n égale à 0 l'état fondamental du système. Donc on va faire interagir cet atome avec un champ électromagnétique, une onde électromagnétique. L'hypothèse forte que l'on va faire ici, c'est que cette onde électromagnétique est décrite de façon classique, par un champ classique, par un champ quantique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'électrodynamique quantique. On va se placer, donc on va supposer qu'on considère une onde plane monochromatique, qui se déplace dans la direction X avec une polarisation dans la direction Z, et on va se placer en jauge dite de propagation, dans lequel le potentiel scalaire associé à l'onde est égal à 0, et le potentiel vecteur A, bien cette formule-là. Donc à ce moment-là, on peut calculer évidemment le champ magnétique à l'aide de B égale rotationnel de A, ça il n'y a pas de difficulté, et puis le champ électrique va être égal à moins d rond A sur d rond T, et donc en notation complexe, ça va se mettre en I oméga fois A0EZ, l'amplitude complexe du champ électrique, le moins disparaissant, puisque je vous rappelle qu'on prend comme convention pour les dépendances en temps qu'elles varient en exponentielle moins I oméga t, donc la dérivée par rapport au temps est une multiplication par moins I oméga. Donc le moins I oméga par le moins de moins d rond sur d rond t fait qu'il n'y a plus de moins ici. Alors, si on écrit le hamiltonien des électrons maintenant, eh bien, il va devenir à présent H égale 1 sur 2ME fois la somme sur les électrons de PI moins QE A de RI au carré plus U, donc ça c'est pas changé. Et donc ce que l'on va faire, c'est que exactement comme dans le modèle de Thomson, on va faire l'hypothèse que le champ électrique est faible, de façon à pouvoir développer en puissance de A, et donc on va s'arrêter à l'ordre 1 en A. Donc on va avoir, ceci est égal à 1 sur 2ME, somme sur I des PI carré, moins QE, fois PI A de RI, plus A de RI, fois PI, plus U. Et donc on néglige des termes en A carré, ici. Donc l'autre hypothèse que l'on fait, c'est que l'amplitude du mouvement des électrons est faible, que la taille de l'atome est faible devant la longueur d'onde.
Donc on va faire l'hypothèse que RI, de nouveau, est très petit devant lambda, de façon à pouvoir remplacer les RI qui sont ici par 0 simplement. Donc ceci va être égal à 1 sur 2ME, somme sur I des PI carrés, moins QE, PI fois A en 0, plus A de 0, fois RI, plus U. Alors comme A ici ne dépend plus de la position, eh bien A de 0 et PI commutent, et donc ceci est égal à 2 fois PI fois A à l'origine. Et donc ceci va être égal à 2 fois PI de Z fois A0 fois cosinus oméga t. Et donc en définitive, le hamiltonien s'écrit comme somme sur I des PI carrés divisé par 2M plus U, c'est-à-dire c'est H0, moins QE sur ME fois la somme sur I des PIZ, on va appeler ça PZ, l'impulsion totale, fois A0 fois cosinus oméga t. Donc voilà le hamiltonien que l'on va avoir à traiter. Alors une petite remarque concernant cette approximation ici, RI très petit devant lambda. Donc elle relie la taille de l'atome, puisque RI c'est la position des électrons, donc c'est donné par la taille de l'atome, à la longueur d'onde. Or, si on considère un atome typique, RI va être de l'ordre du rayon de bord, à 0, et la longueur d'onde, lambda, elle va être donnée par, pour de la lumière, elle va être donnée par C sur nu, C ou C sur oméga si vous voulez, et si je multiplie par H bar, donc ça va être égal à H bar C sur l'énergie. C'est quoi l'énergie ici? Ça va être l'énergie de la transition qui va être excitée par le rayonnement. Donc en général, les transitions électroniques ont une énergie qui est de l'ordre du Rydberg, et donc on voit que cette longueur d'onde, lambda, va être de l'ordre de H bar C divisé par un Rydberg. Or si je prends le rapport lambda sur A0, donc ça va être égal à H bar C divisé par A0 fois un Rydberg. Donc on voit que cette quantité ne fait appel qu'à des grandeurs fondamentales, H bar, C, il y a du E carré et du M qui sont cachés dans A0 et les Rydberg. Et en fait, il n'y a qu'une seule grandeur fondamentale, constante fondamentale qu'on peut construire, sans dimension qu'on peut construire avec ces grandeurs fondamentales, c'est la constante de structure fine, E2 sur H bar C, et on remarque que C n'est que ici, donc ça c'est simplement 1 sur alpha, et donc qui est égal à peu près à 100, et donc qui est effectivement très grand devant. Donc ce que l'on voit, c'est que cette hypothèse RI très petit devant lambda, donc la taille de l'atome très petite devant la longueur d'onde, est en fait conditionnée par cette petite valeur de la constante de structure fine. Donc en tous les cas, ce à quoi on arrive, c'est que si on fait cette approximation dipolaire, donc négliger la taille de l'atome par rapport à la longueur d'onde, et de champ faible, c'est-à-dire pouvoir négliger les termes en A carré, eh bien on voit que l'atome va, ou les électrons de l'atome vont obéir à un hamiltonien H de t, qui est égal à H0 plus H1 de t, et H1 de t c'est moins QE sur ME, A0 cosinus oméga t fois la somme sur I des PI, donc l'impulsion totale des électrons. Alors, on ne va pas essayer de résoudre exactement l'équation du mouvement pour le hamiltonien, mais néanmoins, comme on a déjà fait une hypothèse perturbative, eh bien on va faire une résolution perturbative des équations du mouvement pour les électrons. Donc on veut résoudre IH bar des psi sur dt égale h de t fois psi, et vous savez que pour faire la théorie des perturbations, la première chose que l'on fait, c'est se placer en représentation d'interaction, c'est-à-dire poser psi de t est égal à exponentielle de moins IH0t sur h bar fois psi tilde de t, donc exponentielle moins IH0t sur h bar étant l'opérateur d'évolution du système s'il n'y avait pas la perturbation. Donc s'il n'y avait pas la perturbation, psi tilde de t serait juste une constante, puisque par définition, l'évolution d'un système quantique est donnée par psi de t égale l'opérateur d'évolution fois la condition initiale psi de 0. Donc ici, on va remplacer, on fait une espèce de méthode de variation de la constante dans laquelle on remplace le psi de 0 qu'on avait dans le système où le hamiltonien est par h0 simplement par un psi tilde t qui va être notre nouvelle inconnue.
Donc si on écrit l'équation de Schrödinger, on va avoir que IH bar, donc d sur dt de exponentielle de moins i h0t sur h bar, eh bien ça va me donner donc un moins i h0t, h0 sur h bar fois exponentielle de moins i h0t sur h bar fois psi tilde, plus IH bar fois exponentielle de moins i h0t sur h bar fois d sur dt de psi tilde est égal à quoi? Eh bien est égal à h0 fois exponentielle de moins i h0t sur h bar fois psi tilde plus h1 fois exponentielle de moins i h0t sur h bar fois psi tilde. Donc on voit ici qu'on a h0, donc les i vont s'en aller, les h bar vont s'en aller. Je vais avoir h0 exponentielle moins i h0t psi tilde, h0 commute avec h0 évidemment, donc ce terme-là va disparaître avec celui-ci. Et donc si je multiplie par exponentielle de moins i h0t sur h bar, je vois que IH bar d sur dt de psi tilde est égal à exponentielle de i h0t sur h bar fois h1 fois exponentielle de moins i h0t sur h bar fois psi tilde. Et donc c'est une espèce d'équation de Schrödinger, à ceci près qu'on a remplacé h1 par cet opérateur h1 tilde de t, qui est h1 sandwiché entre exponentielle de i h0t sur h bar et exponentielle de moins i h0t sur h bar. Donc c'est toujours une équation différentielle d'ordre 1, et pour la résoudre, on a besoin de se donner une condition initiale. Alors d'habitude, ce que l'on fait, c'est que l'on se dit, à l'instant t égale à 0, eh bien, on se donne un psi tilde de 0 égale psi 0, disons que à l'instant t égale à 0, le système est dans l'état fondamental. Le problème de cette approche, c'est que on va avoir un régime transitoire non amorti, exactement comme lorsqu'on prend un oscillateur harmonique, si on l'excite brutalement à l'instant t égale à 0, eh bien, il va y avoir un transitoire, et s'il n'y a pas d'amortissement, s'il n'y a pas de dissipation dans votre problème, comme le modèle de Thomson, eh bien ce régime transitoire va perdurer à l'infini. Et donc on aura toujours une somme d'un terme forcé plus d'un terme transitoire. Alors pour se débarrasser de ce terme transitoire, ce que l'on fait, c'est que l'on fait un allumage adiabatique. Alors adiabatique ici ne veut pas dire sans échange de chaleur, mais ça veut dire lent, de la perturbation. C'est-à-dire qu'on va légèrement changer la perturbation, on ne va pas considérer h1 tilde, mais on va considérer exponentielle de epsilon t fois h1 tilde. Et donc lorsque t tend vers l'infini, lorsque t tend vers moins l'infini, eh bien h1 tilde prime ici va tendre vers 0. Donc à t égale moins l'infini, il n'y a pas de perturbation. Et donc on va allumer avec un temps caractéristique 1 sur epsilon la perturbation, et on va faire tendre epsilon vers 0, de façon à avoir une perturbation qui va être constante, ou un temps d'allumage de plus en plus long, de façon à avoir une excitation quasi continue, et donc se débarrasser de cette façon-là des régimes transitoires. Et à ce moment-là, donc la condition initiale que l'on va prendre n'est plus en t égale à 0, mais en t également l'infini, qu'on va dire que psi tilde à t également l'infini est égal à psi de 0. Alors, pour le moment, on n'a fait aucune approximation, on a juste légèrement changé le problème que l'on voulait résoudre, et c'est à présent que l'on va faire l'hypothèse, qu'on va utiliser l'hypothèse que le champ électrique que l'on impose est un champ électrique qui est faible. Donc à part cette approximation adiabatique, l'équation que l'on vient d'écrire est complètement équivalente à l'équation de Schrödinger initiale. Alors on va faire une modification, une transformation supplémentaire, qui est de transformer l'équation de Schrödinger en une équation intégrale qui, vous le verrez, se prête bien à des développements perturbatifs. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est intégrer l'équation de Schrödinger entre moins l'infini et t. Et à ce moment-là, ce que l'on constate sans difficulté, c'est que l'équation s'écrit de la façon suivante: psi tilde de t égale psi tilde de moins l'infini plus 1 sur h bar fois l'intégrale de moins l'infini à t de h tilde 1 prime de t prime fois psi tilde de t prime. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut résoudre cette équation de façon autocohérente, c'est-à-dire qu'on voit apparaître ici psi tilde de t prime, et bien on peut remplacer psi tilde de t prime par cette expression-ci. Et à ce moment-là, ce que l'on a, c'est que psi tilde de t prime est toujours égal à psi tilde de moins l'infini, qui est ici, plus 1 sur IH bar fois l'intégrale de moins l'infini à t de h tilde 1, puis on va remplacer psi tilde de t prime par ça, donc je vais avoir un psi tilde de moins l'infini, moins donc 1 sur IH bar carré, fois l'intégrale sur dt prime de moins l'infini à t, de l'intégrale de moins l'infini à t de un produit de h par h, puisqu'il va y avoir le h qui est ici, puis le h qui revient de l'autre côté.
Alors maintenant, si on fait une hypothèse de développement perturbatif, c'est-à-dire on a dit que le champ électrique était faible, donc c'est-à-dire que H1, qui est proportionnel au potentiel vecteur et donc au champ électrique, est faible. Et donc si on fait cette hypothèse perturbative, eh bien, on va avoir que ce terme-ci va être très petit dans ce terme-là. Et donc si on s'arrête à l'ordre de cette théorie des perturbations, on va négliger le terme qui est là et ne garder que celui-ci. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a résolu le problème, puisqu'on a écrit psi tilde t uniquement à l'aide de, il n'y a pas du psi de t que de ce côté-ci. Donc on a l'expression formelle de psi tilde t à l'aide de la condition initiale, à moins l'infini, puis du Hamiltonien. Alors si maintenant on s'intéresse à la probabilité d'être dans un état donné, eh bien on va calculer le recouvrement de psi tilde t avec un état psi n, un état propre du Hamiltonien H0. Donc ce qui s'écrit aussi comme exponentielle de i ent sur h bar psi n fois psi de t, ce qui signifie que quand je vais prendre le modulo carré de cet objet-là, eh bien ce sera la même chose que le modulo carré de cet objet-là, qui n'est rien d'autre que la probabilité de trouver le système à l'instant t dans l'état psi n. Donc même si on utilise la représentation d'interaction pour décrire l'état, eh bien le modulo carré de c tilde n va donner bien la probabilité dans l'état n. Donc on va multiplier scalairement psi n, enfin psi tilde t par psi n, et on va supposer que dans l'état initial, donc on est dans l'état fondamental psi 0. Ce qui fait que quand n est différent de 0, eh bien le psi de n scalaire psi 0 qui est ici va disparaître, et seul va rester ce terme-ci. Et donc on a formellement en tous les cas que c tilde n pour n différent de 0 est égal à 1 sur i h bar fois l'intégrale de moins l'infini à t de dt' de psi n h1 t' psi n, psi 0, pardon, avec ici le facteur d'allumage adiabatique exponentiel de epsilon 0 t', et puis ici un facteur en exponentielle i en moins e0 t' sur h bar qui provient du fait que ici on avait initialement des exponentielles de moins i h0 t sur h bar et exponentielle de i h0 t sur h bar, qui, lorsqu'on les fait agir sur psi n et psi 0, vont donner simplement un exponentiel de moins i e0 t sur h bar et exponentiel de moins i unt sur h bar. Donc voilà l'expression formelle de h. Alors si à présent on prend la forme explicite de h1 tilde, ce que l'on voit c'est que c tilde n de t donc est égal à 1 sur i h bar fois l'intégrale de moins l'infini à t, donc de dt', fois exponentielle de i oméga n0 t', donc oméga n0, h bar oméga n0, c'est en moins e0, c'est la fréquence de bord entre l'état n et l'état 0, fois psi n fois moins QE à 0 divisé par ME, cosinus oméga t' fois PZ, fois psi 0, fois exponentielle de epsilon t'. Donc on a ce préfacteur ci qui va sortir de la somme. De la même façon, l'élément de matrice psi n, pz, psi 0 va sortir de la somme. Et donc on va avoir un moins QE à 0 sur i h bar me fois l'élément de matrice psi n, pz, psi 0 fois l'intégrale de moins l'infini à t de exponentielle de i oméga n 0 t', cosinus oméga t', exponentielle de epsilon t'. Et donc on va remplacer le cosinus par 1 demi de exponentielle de i oméga t' plus exponentielle moins i oméga t'. Donc on constate qu'on a simplement deux intégrales d'exponentielle à calculer, et on obtient respectivement donc exponentielle de i oméga n0 plus oméga plus epsilon plus i oméga plus epsilon t divisé par epsilon plus i oméga n0 plus oméga. Et le deuxième terme, c'est exponentielle de i oméga n0 moins oméga plus epsilon t divisé par epsilon plus i oméga n0 moins i oméga. Alors quand epsilon tend vers 0, dans l'exponentielle, il n'y a pas de singularité, donc on peut se débarrasser
du epsilon ici. En revanche, dans le dénominateur ici, eh bien, quand oméga n0 est égal à moins oméga, ou lorsque oméga n0 est égal à plus oméga, ici ou là, eh bien, le epsilon va empêcher la divergence du dénominateur, donc là on va le garder puisqu'il il évite des divergences. Donc en tous les cas, si on multiplie ensuite par i, ce que l'on obtient en définitive, c'est que l'élément de matrice, l'élément de la composante cétyl n, donc la composante du vecteur d'état psi-tilde sur état n, va s'écrire comme QE à 0 divisé par 2 h bar ME fois l'élément de matrice psi n pz psi 0, donc entre de l'impulsion totale dans la direction z entre l'état fondamental et l'état excité, de ce facteur ici. Alors, l'élément de matrice qui intervient ici, c'est un élément de matrice de l'impulsion. Or, nous, ce qui nous a intéressé plus tard, c'est le dipôle, c'est-à-dire les éléments matrices de la position. Donc, on va montrer en fait que les éléments matrices de l'impulsion sont directement proportionnels aux éléments matrices de l'impulsion, grâce à l'identité suivante. Donc, imaginons, donc, on a notre Hamiltonien H0, donc, qui est égal à, je vous rappelle, un somme sur I des pi carré sur 2m, plus U de R1 jusqu'à Rn, et on va s'intéresser au commutateur de H0 avec Z, donc Z c'est ce qu'on va appeler somme sur I des ZI, les coordonnées les coordonnées Z de toutes les particules. Et on va regarder l'élément de matrice, donc psi n H0 fois Z psi 0. Alors on a deux façons de calculer cet élément de matrice. La première façon, c'est de l'écrire explicitement, ça va être psi n H0 Z moins Z H0 psi 0. Et en utilisant le fait que les états psi n et psi 0 sont des états propres du Hamiltonien, ça va être égal à En psi n Z psi 0 moins psi n Z psi 0 fois E0. Donc c'est égal à finalement h bar oméga n0 fois psi n Z psi 0. Mais par ailleurs, on peut calculer le commutateur explicitement de H0 avec Z, tout simplement parce que l'opérateur position va commuter avec l'opérateur position, donc ça veut dire que ça va commuter, Z va commuter avec U de R1 Rn. Donc la seule grandeur qui ne va pas commuter, c'est l'énergie cinétique. Et donc on va voir que H0 qui opère sur Z va être égal à la somme sur I des commutateurs de pi carré sur 2m fois ZI, et on peut même rajouter que c'est la composante Z de l'impulsion qui va intervenir ici, puisque les composantes X et Y vont commuter avec Z. Donc ce commutateur, il va s'écrire comme somme sur I des PIZ fois PIZ ZI plus PIZ fois ZI fois PIZ divisé par 2M. On utilise la formule du commutateur de A avec BC pour exprimer ceci. On sait que le commutateur de P avec X, enfin le commutateur de la position avec l'impulsion, c'est moins IH bar, fois l'identité, et donc on a deux fois le même commutateur, et donc ce qu'on voit apparaître, c'est moins IH bar fois PZ divisé par M. Et donc on en déduit finalement que, si on simplifie par H bar, oméga N0 fois l'élément de matrice psi n fois Z psi 0 est égal à moins I, l'élément de matrice psi n de PZ fois psi 0 divisé par M. Donc on voit qu'il y a une relation de proportionnalité directe entre les éléments de matrice de PZ, de l'impulsion totale, et de la position. Donc ce qui nous permet de réécrire notre composante du vecteur d'état sous cette forme-ci. Donc en faisant intervenir directement le moment dipolaire qui est QE fois Z. Alors à présent, on va regarder directement la polarisation de l'atome. La polarisation de l'atome, c'est la valeur moyenne de l'opérateur dipôle dans l'état psi de t. Alors si on rajoute les opérateurs d'évolution, si on passe en représentation d'interaction, ça va être psi tilde exponentielle de IH0t sur H bar dz, exponentielle de moins IH0t sur H bar fois psi tilde. Alors maintenant, on va écrire que psi tilde va se décomposer
en quelque chose qui va être en psi 0 plus la somme sur n différentes 0 des cétyl n de t fois psi n. Donc avec cétyl n qui va être d'ordre 1. Et donc si on remplace là-dedans, on va voir que c'est psi 0 plus la somme sur n différentes 0 de cétyl n étoile de t fois psi n exponentielle de i h0t sur h bar fois dz fois exponentielle de moins i h0t sur h bar fois psi 0 plus la somme sur n dcn de t fois psi n. Donc le premier terme va être simplement psi 0 fois dz fois psi 0. Alors le terme en exponentielle de moins i h0t sur h bar va donner un exponentiel de moins i e0t sur h bar, puisque psi 0 est un état propre de h0 pour la valeur propre de 0. Même chose pour l'autre terme, et donc ces deux termes-là vont se compenser exactement et vont donner 1. Donc ensuite on va avoir plus une somme sur n différentes 0 de cn étoile de t fois psi n dz psi 0 exponentielle de i en moins e0 t sur h bar. Donc là aussi, de la même façon, hein, on va avoir le exponentiel IH0t sur h bar qui va opérer sur psi n. Et comme psi n est un état propre de h0 pour la valeur propre en, ça va sortir un exponentiel IEN t. Et puis de la même façon, de l'autre côté, on va avoir exponentiel moins IE0t. Et puis maintenant, on va avoir aussi somme sur n différentes 0 de Cn de t de psi 0 dz psi n exponentielle de i e0 moins en t sur h bar, plus etc. Des termes d'ordre 2 en Cn. Alors si on fait l'hypothèse que l'atome n'a pas de moment dipolaire initial, ceci est égal à 0. Ça ne change pas grand-chose dans la suite, mais bon, faisons cette hypothèse-là. Et ce que l'on constate, c'est que ces deux termes-là sont complexes conjugués l'un de l'autre. Et donc ce que l'on obtient en définitive, c'est donc 2 fois la partie réelle de la somme sur n des cétyl n exponentielle de moins i oméga n0t fois psi 0 dz psi n. Si maintenant on introduit l'expression de cétyl n que l'on avait vu à la slide précédente, eh bien on obtient cette expression-là. Donc on va avoir le modulo carré des éléments matrices de dz qui interviennent, et donc l'exponentielle moins i oméga n0t vont simplifier avec l'exponentielle i oméga n0t qui avait dans le slide précédent, et donc on a uniquement les termes exponentielle i oméga t et exponentielle de moins i oméga t. Alors je vous rappelle que le champ électrique évolue en exponentielle moins i oméga t, donc si on ne veut avoir que du exponentiel de moins i oméga t, ce qu'on peut faire, c'est simplement noter que quand on va prendre la partie réelle, eh bien la partie réelle de son nombre complexe ou de son complexe conjugué vont être identiques. Donc ce qu'on peut faire, c'est garder ce terme-là et prendre le complexe conjugué de ce terme-ci. Donc le exponentiel i oméga t va être transformé en exponentiel moins i oméga t, le moins i epsilon va être transformé en plus i epsilon, et le moins ici, le i va être transformé en moins i. Et donc ceci va être égal à cette chose-là. Donc on voit le moins qui provient du i, le plus epsilon qui apparaît ici. Et ce qu'on note, c'est que aussi i à 0 fois oméga, on avait dit que c'était E0. Donc si on multiplie en haut et en bas par oméga, on peut faire apparaître directement E0. Et donc voilà l'expression de la polarisation de l'atome en présence du champ électrique. Et donc pour ce qui est de la polarisation complexe, eh bien c'est uniquement cette quantité-là. Et donc ce que l'on voit, c'est que la polarisation alpha ZZ s'écrit simplement maintenant moins 1 sur h bar epsilon 0, donc le epsilon 0 provient du fait simplement qu'on écrit que D, c'est epsilon 0 alpha fois E, et donc cette somme sur n de ces quantités-ci. Donc je vais simplement multiplier par moins 1, de façon à avoir des termes résonnants en oméga moins oméga n0 et oméga plus oméga n0. Puis on a le même plus i epsilon partout. Donc voilà la formule formelle, l'expression formelle de la polarisation de notre atome. Alors,
on va considérer dans un premier temps un spectre discret, ça va faire l'hypothèse que les n sont vraiment des entiers et que les états propres du hamiltonien sont discrets. Alors on va oublier le epsilon dans un premier temps, on verra qu'il va avoir son rôle à jouer lorsqu'on va avoir une compréhension plus fine des formules que l'on est en train d'écrire. À ce moment-là, donc il n'y a aucune difficulté dans le calcul, et ce que l'on voit, c'est que si on met au même dénominateur les deux fractions qui apparaissaient dans l'expression précédente, la polarisation alpha zz est égale à 2 sur h bar epsilon 0 fois la somme sur n des éléments de matrice psi 0 dz psi n au carré fois oméga n0 divisé par oméga n0 carré moins oméga 2. Ce que l'on peut aussi écrire de la façon suivante, q carré fois divisé par epsilon 0 me, somme sur n des fn0 fois oméga n carré moins oméga 2, où fn c'est cette quantité-là. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement parce que quand on a fait ça, eh bien on retrouve exactement la formule que l'on avait établie dans le modèle de Thomson. Donc ce que l'on voit, c'est que au facteur fn0 près, eh bien la formule de Thomson, finalement, vous redonne exactement le bon résultat. C'est-à-dire qu'on a une résonance lorsque oméga est égal à oméga n0. Donc le dipôle va diverger pour cette fréquence-là. Alors Fn0, ce qu'on appelle la force oscillateur, c'est une espèce de poids spectral, c'est-à-dire que la formule de Thomson va être distribuée entre les différents niveaux, les différentes transitions pour le système. Et alors, pour renforcer cette interprétation du poids, de la force oscillateur en termes de poids spectral, eh bien on a une règle de somme qui s'appelle la règle de Thomas-Reichs-Kuhn, que vous pouvez montrer, en utilisant un argument assez similaire à celui qui nous a permis de montrer l'équivalence entre P et Z pour les éléments de matrice, qui est que la somme sur n des Fn0 est égale à 1. Donc on a vraiment redistribué la formule de Thomson sur les différentes transitions. Et en fait, ce qui se passe en pratique, c'est très souvent, il y a une transition qui va vampiriser le poids spectral, et donc on va avoir vraiment une formule au final qui va être très très proche de celle de Thomson pour la transition la plus forte. Donc la conclusion de ce calcul, c'est qu'on a une résonance pour oméga égale oméga n0, et bon, il ne fallait pas être grand clair pour s'y attendre, puisque vous savez que ça s'interprète en termes quantiques en disant que l'atome peut passer d'un état à l'autre s'il absorbe un photon d'énergie h bar oméga est égal à En moins E0. Mais vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a réussi à démontrer cette propriété, donc la condition de résonance lorsque la condition de conservation de l'énergie est satisfaite pour les photons, sans faire appel à la notion de photon, puisqu'on a décrit le champ électromagnétique en termes purement classiques. Donc vous voyez que pour comprendre les raies d'absorption des atomes par la lumière, il n'y a pas besoin réellement d'invoquer la notion de photon. Il y a besoin, avant tout, d'invoquer la mécanique quantique qui permet de comprendre pourquoi est-ce que les niveaux d'énergie sont quantifiés, et ensuite, si on fait interagir cet atome quantique avec un champ classique, on obtient bien les conditions de résonance habituelles. Et donc vous voyez cette image que l'on donne parfois de dire que l'observation des raies discrètes d'absorption de la lumière sont une preuve de l'existence des photons. C'est pas complètement vrai. En réalité, c'est surtout une preuve de la quantification des niveaux d'énergie. Puisqu'après, on peut interpréter tout ça en utilisant un champ électromagnétique complètement classique. Alors, revenons un petit peu maintenant sur le rôle de epsilon. Donc, vous vous souvenez qu'on avait quelque chose en 1 sur oméga moins oméga n0 plus i epsilon. Et ce qu'on avait vu à la partie précédente, c'est qu'on pouvait développer cette formule en une partie principale de oméga moins oméga n0 moins i pi delta de oméga moins oméga n0. Alors, vous voyez que la formule qu'on obtient, en fait, est complètement analogue à celle qu'on avait écrite lorsqu'on avait appliqué Kramers chronique pour essayer de comprendre la structure générale de la polarisabilité ou la constante diélectrique d'un milieu tel que l'eau. On avait une somme de pics en delta qui correspondait aux raies d'absorption et des parties principales, donc des structures dispersives au voisinage de ces résonances. Donc c'est exactement la formule qu'on avait obtenue, mais dans laquelle on avait fait l'hypothèse que l'on négligeait la largeur des pics d'absorption. Alors, ce que l'on voit, c'est que notre modèle de niveau discret redonne exactement la même structure, et en réalité, donc ces pics-là,
comme ils sont en Dirac, eh bien, ils ne vont pas jouer de rôle physique puisque on ne peut jamais exactement garantir la condition oméga égale oméga n0. Physiquement, c'est pas possible. Donc ça veut dire que cette condition, en pratique, elle ne sera jamais remplie. Donc ça veut dire que quand on a un spectre discret, eh bien cette partie imaginaire, donc qui, je vous le rappelle, décrit l'absorption de la lumière, l'absorption de la lumière, l'atténuation de la lumière, ne va pas jouer de rôle. Alors néanmoins, si on prend un système réaliste, eh bien, ce que l'on constate, c'est que le spectre d'un atome va être continu. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si je prends un atome, donc imaginons avec deux niveaux, un état fondamental et un état excité, vous savez que même s'il est dans le vide, votre atome peut redescendre dans l'état fondamental en émettant un photon. Ce photon peut avoir une énergie ou une impulsion qui va être quelconque. Donc ça veut dire que le spectre de notre atome va être continu parce qu'il doit incorporer l'énergie des photons qui peuvent être émis par émission spontanée. Donc à ce moment-là, si on a un spectre qui est continu, donc la variable oméga n0 va être une grandeur qui est continue, et on va pouvoir introduire une densité d'état, d de oméga n0, qui est la densité d'état du Hamiltonien H0. À ce moment-là, la somme discrète va pouvoir s'écrire comme une intégrale, l'intégrale de d de oméga n fois d de oméga, sur d de oméga n de la densité d'état dans oméga n0. Et donc, si je m'intéresse uniquement à la partie imaginaire de alpha, eh bien, quand je vais intégrer, donc remplacer cette somme discrète par une intégrale, le Dirac ici va me sélectionner oméga égale oméga n0. Et donc finalement, on va avoir une partie imaginaire qui va être en pi sur h bar epsilon 0 fois l'élément de matrice ici pour un état n qui satisfait la condition de résonance oméga n0 est égal à oméga fois la densité d'état d à la pulsation oméga. Et donc vous voyez que maintenant, la partie imaginaire de alpha de zz devient une fonction qui va être lisse de oméga. Et donc c'est comme ça que l'on peut comprendre l'existence de ces pics qui vont avoir une largeur finie dans le spectre d'absorption, et donc dans la partie imaginaire de la constante diélectrique. Donc ceci est relié à l'existence de l'émission spontanée, qui va donc donner une structure continue au spectre de l'atome. Alors une petite remarque, ça nous permet aussi de préciser un petit peu le mécanisme d'absorption de la lumière dans une vapeur notamment. Ce que ça nous dit, c'est que les photons ne disparaissent pas réellement. La dissipation, en fait, elle provient de l'existence de ces photons spontanés. C'est-à-dire que quand on fait une expérience de mesure d'absorption, ce que l'on fait, c'est que l'on a une cellule, on envoie de la lumière dans cette cellule et on mesure l'intensité lumineuse juste après la cellule, mais dans l'axe de propagation de la lumière incidente. Ce que l'on voit ici, c'est que lorsque un atome va passer dans l'état excité, en absorbant un photon incident, il va pouvoir repasser dans l'état fondamental en émettant un photon spontané, ce photon spontané étant, comme on l'a dit, émis dans n'importe quelle direction et avec n'importe quelle énergie a priori. Et donc en particulier, ce photon ne va pas arriver vers le détecteur que l'on a placé dans la direction d'incidence. Et donc c'est pour ça que l'on voit moins d'intensité, simplement parce que les photons sont absorbés puis réémis dans une direction qui n'est pas leur direction d'incidence. Ça, c'est quelque chose qu'on reverra un peu plus tard lorsqu'on s'intéressera au rayonnement par des atomes. Alors, dernier point, nous allons montrer que la polarisabilité, ou le tenseur de polarisabilité, est un tenseur qui est symétrique. Alors jusqu'à présent, on s'était intéressé à une excitation dans la direction Z et la réponse dans la direction Z, donc on avait regardé la composante ZZ de la polarisabilité de l'atome. Maintenant, si je m'intéresse à une autre direction, par exemple la direction X, et que je reprends tout le calcul, vous apercevez sans difficulté qu'on va avoir à peu près la même formule que précédemment, à ceci près que ici on va avoir du psi 0 dx psi n et du psi 0 dz psi n. Psi n dz psi 0, pardon. Donc on va avoir des indices différents ici et là. Alors cette formule-là n'est pas en général symétrique quand j'échange x et z, tout simplement parce que pour changer x et z, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aussi remplacer l'ordre des psi 0 des psi n ici et là. Et donc, en fait, ce qu'on a, c'est plutôt
que psi0 dx psi n dz psi0 est égal au complexe conjugué de psi0 dz psi n dx psi0. Donc si je remplace x par z, eh bien ces éléments matrices en fait sont transformés en leur complexe conjugué. Et donc a priori cette somme-là n'a plus de raison d'être égale à la somme où j'aurais mélangé x et z. Néanmoins, il y a une propriété du Hamiltonien H0 qui va garantir qu'on peut prendre ces éléments matrices comme étant réels. Cette propriété, c'est ce qu'on appelle l'invariance par renversement temporel, qui s'exprime de la façon suivante. Si je prends l'équation de Schrödinger satisfaite par psi n, c'est moins h bar carré sur 2m fois le Laplacien de psi n plus v de r fois plus u de r fois psi n est égal à en fois psi n. Je prends qu'une seule particule, parce que vous verrez que l'argument est indépendant en fait, du nombre de particules. Donc c'est juste pour simplifier les notations. Si je passe au complexe conjugué, comme mon potentiel est réel, que l'énergie est réelle, eh bien je vois que psi n étoile est aussi solution. Donc si psi n est un vecteur propre, psi n étoile est aussi un vecteur propre. Et donc ce qui veut dire que la partie réelle de psi n et la partie imaginaire de psi n sont aussi des vecteurs propres pour la même énergie propre n. Et donc ça veut dire que du fait de la structure de notre équation de Schrödinger, eh bien, on peut toujours choisir les fonctions propres comme étant des fonctions qui sont réelles. Alors pourquoi est-ce que ceci est traduit une invariance par ce qu'on appelle une invariance par renversement du temps? Tout simplement parce que l'opération de conjugaison d'une fonction d'onde revient à changer le sens de propagation du temps. En effet, si je prends la même équation mais en l'équation de Schrödinger dépendant du temps, je vais avoir IH bar dt psi est égal à moins h bar carré sur 2m fois le Laplacien de psi plus u de r fois psi. Et donc si je prends le complexe conjugué, alors il ne va rien se passer ici, mais là je vais changer le i en moins i. Et donc je vais avoir un IH bar d sur d de moins t de psi étoile est égal à moins h bar carré sur 2m Laplacien de psi étoile plus u de r fois psi étoile. Et donc vous voyez que si psi est solution, psi étoile va être solution de la même équation, mais lorsque l'on change t en moins t. Donc on fait remonter le temps à la particule. Une autre façon de voir la même chose, c'est que si vous prenez un état d'impulsion donné, P, vous savez qu'en représentation position, c'est décrit par une onde plane. Et donc si je prends le complexe conjugué d'une onde plane, c'est exponentielle le moins i p scalaire r sur h bar, et donc ça revient à changer p en moins p. Donc prendre le complexe conjugué, ça revient à prendre les impulsions et les renverser, et donc effectivement faire remonter le temps à votre particule. Donc si vous avez un Hamiltonien qui est invariant par renversement du temps, cela signifie que eh bien, vous pouvez choisir les fonctions propres psi n comme étant des fonctions qui sont réelles, et à ce moment-là, eh bien, les éléments matrices que l'on avait ici sont des éléments matrices qui vont être réels, et donc là, il va y avoir une symétrie parfaite entre alpha xz et alpha zx. Et donc on a démontré ici que le tenseur de polarisabilité était bien symétrique. Alors il faut bien faire attention, hein, cette hypothèse d'invariance par renversement du temps n'est pas toujours valable, et il y a une situation assez courante, mine de rien, dans laquelle celle-ci n'est plus valable, c'est le cas où votre atome est plongé dans un champ magnétique. Vous pouvez montrer assez facilement que la propriété d'invariance par conjugaison ne s'applique plus dans ce cas-là.